Mercredi 24 juin 2026, vous êtes à l'écoute de Radio Kunafoni émettant de Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal de la matinale. Voici les titres. Nous ouvrons ce journal avec la disparition de M. Becaye Traoré, serviteur dévoué de la communauté malienne dans le DNV. Hier, mardi 23 juin 2026, Radio Kunafoni lui rend hommage. Nous allons écouter le témoignage des membres de la diaspora malienne dans le DNV tout de suite dans notre journal. Au Mali, demande de libération provisoire pour le journaliste Shahana Taki. Nous allons écouter le récit de Moussa Doumbia. Au Soudan, 7 pays européens appellent à l'arrêt des attaques des forces de soutien rapide à El Obeid. En Tunisie, la justice confirme la condamnation de la militante antiraciste Sadia Mouchata. Et dans notre page magazine, nous allons parler des négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis. La diplomatie reste sous tension, le détroit d'Ormuz au cœur du bras de fer. Et enfin, en sport, la Coupe du Monde 2026 qui se poursuit aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec notamment des matchs Panama-Croatie qui se jouent à Toronto, Colombie-DRC qui s'est joué déjà à Guadalajara, en Mexique. La Suisse doit confronter aussi le Canada à Vancouver. La Bosnie doit confronter le Qatar à Seattle. Les matchs Écosse-Brésil et Maroc-Haïti au programme de ce 24 juin 2026. Les détails dans notre journal. Rebonjour et bienvenue dans le journal de la matinale de Radio Kunafoni. Au micro, Sanata Koulibaly. Nous commençons par cette triste nouvelle qui a affecté hier matin toute la diaspora malienne vivant dans le DNV. Le décès de M. Becaye Traoré, figure respectée et engagée de la diaspora malienne dans le DNV. Il a servi notre communauté avec responsabilité, bravoure et abnégation. Membre actif de l'association des Maliens dans le DNV, ancien représentant de ces mêmes Maliens dans le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et ancien membre du bureau de la CENI d'ambassade de Washington DC, M. Becaye Traoré a consacré une grande partie de sa vie au service des autres. Becaye a également été de tous les combats pour la dignité et la libération du Mali, portant haut la voix de notre pays au sein de la diaspora. Membre fondateur des groupements sociaux dédiés à l'entraide communautaire dans les moments difficiles, Becaye a su être un véritable relais entre la communauté et l'ambassade du Mali à Washington DC, en apportant écoute, solutions et réconfort à de nombreuses familles. Madame Odi Aminata Koulibaly, présidente de l'Association des Maliens de Washington DC. Merci de me donner l'occasion au nom de l'AMA, l'Association des Maliens de Washington DC, Maryland et Virginie, et à mon nom personnel en tant que la présidente actuelle de cette association, de rendre hommage à notre cher frère et doyen, M. Becaye Traoré, rappelé à Dieu ce matin. Aujourd'hui, la communauté malienne du DNV et de la diaspora entière aux États-Unis perd un homme d'exception, un pilier, un rassembleur et un serviteur très sincère. Becaye a servi dans notre communauté avec dignité, avec constance et générosité. Parmi tant d'autres rôles qu'il a joués dans la communauté, je peux citer qu'il était le vice-président de l'AMAO. Il était aussi un des vice-présidents du Haut Conseil des Maliens pendant plusieurs années. Il était un membre fondateur de Soutra et j'aurais appris que c'est lui-même qui a donné le nom Soutra à une structure essentielle qui accompagne nos familles dans les moments les plus difficiles, notamment des obsèques et du rapatriement de nos défunts vers le Mali. Dans le DMV, Becaye était une présence rassurante. Il était une main tendue, toujours. Il était une voix de sagesse. Lorsqu'une famille était éprouvée ou qu'un membre de la communauté avait besoin de soutien, il fallait juste appeler Becaye. Tout le monde savait ça. Le numéro de Becaye était sur le speed dial pour tout le monde. Il répondit toujours présent, avec humilité, avec discrétion et avec humanité. Il y a tellement de choses que je peux dire sur Becaye. Il y a tellement de choses que beaucoup de personnes peuvent dire sur Becaye. Il était un homme extraordinaire. Comme on dit chez nous, on a Yiriba de Bina, notre grand arbre sur lequel on s'asseyait pour avoir l'ombre est tombée. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à son épouse Awa, à ses enfants, il en avait 3, à toute sa famille
aux États-Unis, au Canada, au Mali, partout où il se trouve, à ses proches et à toute la communauté malienne, dans le DMV, à New York, en Philadelphie, à la diaspora. Que Dieu te fasse miséricorde de toi, qu'il accepte tes bonnes actions et qu'il t'accueille dans son paradis. Nous ne cesserons jamais de te pleurer. Tu es merveilleux et nous te porterons dans nos cœurs pendant longtemps. Nous écoutons maintenant Madame Adam Wologem, doyenne des Maliens de Washington DC. Je me suis toujours appelée une vice-présidente quand j'étais la présidente de l'association des Maliens de Washington. Il était le vice-président de dans tous les combats. Donc, le message que je lui adresse là où il est, puisqu'il nous entend aujourd'hui, pour s'exclure à tout ce que nous avons. Demain est une histoire que seul Allah connaît. Il t'a appelé vers une distance, il t'a appelé vers une distance au-delà de notre portée. Aurais pu croire que tu nous aurais quittés de si tôt. Tu étais la pierre angulaire de notre famille malienne en Amérique. Ta clairvoyance a éclairé de nombreux chemins et renforcé notre communauté. Tu nous as montré la voie de l'humilité, de la sagesse et de l'espoir. Ta contribution à notre famille malienne d'Amérique vivra en nous pour toujours, éternellement. Tu nous manqueras, cher frère, cher vice-président. Je l'ai toujours appelé mon vice-président. Dors en paix dans Jannatul Firdaus, le paradis éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout âme goûtera à la mort, aucune âme ne sera épargnée. Allah subhanahu wa ta'ala a créé son monde. Il le gouverne à sa guise. On ne peut que se soumettre à sa divine volonté, à son divin décret. Dors en paix, mon vice-président. À travers ces voix, c'est toute une communauté reconnaissante qui s'exprime aujourd'hui. Monsieur Becaye Traoré laisse derrière lui l'image d'un homme de cœur engagé et profondément humain. Donc, en ces moments de douleur, Radio Kunafoni présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la diaspora malienne de Washington DC, Maryland et Virginie. Que son âme repose en paix. Nous partons au Mali maintenant. Le journaliste Shah Anatakiou, directeur du journal Le 22 septembre, est détenu depuis le 8 juin après ses critiques contre l'usage de la loi sur la cybercriminalité. Son état de santé inquiète, tandis qu'un autre journaliste, Abdelrahman Keïta, reste aussi derrière les barreaux. La maison de la presse tente de mobiliser pour leur libération. Moussa Doumbia. Au Mali, les avocats du journaliste Shahana Takiou ont déposé une demande de libération provisoire. Le directeur du journal 22 septembre est détenu depuis le 8 juin après avoir critiqué l'usage de la loi sur la cybercriminalité contre la presse. Son état de santé, jugé préoccupant, inquiète ses proches. Diabétique et souffrant de troubles cardiovasculaires, il attend désormais l'examen de sa requête alors que son procès est prévu le 27 juin. Un autre journaliste, Abdelrahman Keïta, est également incarcéré depuis le 9 juin. De son côté, la Maison de la Presse a engagé des démarches pour obtenir la libération de plusieurs professionnels des médias. Moussa Doumbia pour Radio Kunafoni. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kunafoni, c'est la première partie de notre journal. Nous vous retrouvons pour la suite de l'actualité après le break. Restez connectés. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connecté sur Radio Kunafoni. Maintenant, la suite du journal. 7 pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, exigent l'arrêt de l'offensive contre El Obeid, ville stratégique du Kordofan du Nord, au Soudan, plongée dans les pénuries et les bombardements. Écoutons le récit de Safiatou Diko pour Radio Kunafoni. Au Soudan, la pression internationale s'intensifie autour de la ville d'El Obeid. 7 pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, appellent les forces de soutien rapide à arrêter immédiatement leur offensive. Selon ces États, des signes crédibles laissent craindre une attaque imminente
contre cette ville stratégique du Kordofan du Nord, déjà frappée depuis plusieurs jours. Sur place, la situation humanitaire se dégrade rapidement. Les bombardements ont fait des victimes civiles et provoqué de graves pénuries d'eau, de nourriture et de carburant. Privée d'électricité, la ville est aujourd'hui au cœur du conflit soudanais, tandis que les appels se multiplient pour protéger les civils et garantir un accès humanitaire sans entrave. Safiatou Diko pour Radio Kunafoni. Nous partons maintenant en Tunisie, où la justice tunisienne maintient la condamnation de la militante antiraciste Sadia Mouchab. Après plusieurs heures de délibération, la Cour d'appel a confirmé ce 23 juin la peine de 8 ans de prison et une amende d'environ 30 000 € pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Présidente de l'association Menti, elle avait déjà été condamnée en mars dernier, une décision qui avait suscité une forte mobilisation en Tunisie comme à l'étranger, avec de nombreux appels à sa libération. Arrêtée en mars 2024, cette figure engagée des droits de l'homme, notamment pour la défense des migrants, voit aujourd'hui son état de santé se dégrader en détention, selon ses avocats. Sadia Mouchab est âgée de 66 ans. Page Magazine, où nous allons parler aujourd'hui sur le dossier Iran-États-Unis qui est rentré dans une nouvelle phase mêlant négociations, voyages diplomatiques et messages très fermes autour du détroit d'Ormuz. Entre la visite du président iranien au Pakistan, la tournée américaine dans le Golfe et les annonces sur la liberté de navigation, c'est tout l'équilibre régional qui se joue en ce moment. Dans ce magazine, nous allons décrypter cette séquence diplomatique intense, ce qu'elle signifie pour la guerre au Moyen-Orient et pour la suite des relations entre Washington et Téhéran. Écoutons Mohamed Silla, journaliste de Radio Kunafoni. Premier signal fort de cette recomposition diplomatique, le déplacement du président iranien au Pakistan pour une visite d'État. Téhéran veut remercier Islamabad pour son rôle de médiateur dans le conflit au Moyen-Orient, mais surtout consolider un canal politique devenu essentiel. Le Pakistan, puissance nucléaire, mise sur sa diplomatie et son expertise pour se positionner comme interlocuteur clé entre l'Iran et les États-Unis. Dans les coulisses, l'idée qui se dessine est de s'appuyer sur l'accord nucléaire de 2015 comme base en l'adaptant à la réalité actuelle, la guerre, les sanctions renforcées et la question de la sécurité régionale. Nous voyons un Iran qui cherche à ne plus paraître isolé et en face des États-Unis qui activent eux aussi leur diplomatie. Écoutons Mohamed Silla. Washington a lancé une tournée dans les pays du Golfe Persique pour rassurer ses alliés. Les États de la région veulent savoir jusqu'où les Américains sont prêts à aller dans un compromis avec Téhéran et ce qui pourrait changer dans l'équilibre de sécurité. Le secrétaire d'État Marco Rubio martèle un message. Pas question que l'Iran transforme le détroit d'Ormuz en outil de pression économique. Pour Washington, Ormuz est une voie navigable internationale. Aucun pays, affirme-t-il, n'a le droit d'y imposer des péages ou des redevances. Un discours qui s'adresse autant à l'Iran qu'aux capitales du Golfe, inquiète de voir ce passage stratégique devenir un levier financier et politique. Ormuz, justement, reste au cœur de ce bras de fer et un acteur régional s'est invité dans l'équation Oman. Le détroit d'Ormuz est l'un des nœuds du dossier. Pendant la guerre, l'Iran a verrouillé ce passage par où transite une part essentielle du pétrole mondial. Dans le protocole d'accord en discussion, la réouverture et la sécurisation du détroit sont au centre des échanges entre Washington et Téhéran. Dans ce contexte, Oman a annoncé la mise en place, en coordination avec l'Organisation maritime internationale, d'un corridor maritime temporaire. Les navires qui souhaitent l'emprunter doivent se coordonner avec l'OMI et les autorités omanaises à partir de coordonnées précises. Oman insiste. Ce corridor vise à garantir la liberté de navigation, en conformité avec le droit international, sans droit de passage. Le sultanat se pose ainsi en garant d'une circulation libre et neutre, alors que la question du coût de la future gestion du détroit est au cœur des tensions entre Iran et États-Unis. Au-delà des navires et des sanctions, il y a aussi des gestes plus symboliques comme le football. Que dis-tu de cela? Sur fond de négociations, l'administration américaine a décidé d'assouplir temporairement certaines restrictions pour l'équipe nationale iranienne de football. Les joueurs pourront entrer aux États-Unis 2 jours avant leur dernier match de poule de Coupe du Monde contre l'Égypte, prolongeant brièvement leur séjour. Le département de la sécurité intérieure insiste. Les protocoles restent stricts et l'équipe devra quitter le pays le jour du match. Officiellement, il s'agit de garantir un tournoi sûr pour tous. Politiquement, c'est un signal. Malgré la guerre et la tension, un minimum de normalité reste possible. Le sport devient un espace où l'on teste la capacité des États à desserrer l'étau de la confrontation. Mais si la diplomatie avance, la politique intérieure américaine reste sous tension.
Le Congrès américain a adopté une résolution symbolique demandant le retrait des forces engagées contre l'Iran. Ce texte n'est pas contraignant, mais il reflète un malaise. Une partie de la classe politique s'interroge sur la durée et le coût de cet engagement. Pour la Maison-Blanche, avancer vers un accord signifie naviguer entre plusieurs risques. Ne pas apparaître trop conciliant vis-à-vis de Téhéran, ne pas fragiliser les alliés du Golfe et ne pas offrir l'image d'une victoire stratégique à l'Iran. Dans ce contexte, chaque geste, une déclaration sur Hormuz, une visite au Pakistan, une décision sur une équipe de football, prend une dimension politique. À Washington, la marge de manœuvre diplomatique reste étroitement surveillée. Au final, le dossier Iran-États-Unis concentre les grandes lignes d'une fracture au Moyen-Orient. Un programme nucléaire contesté, des sanctions lourdes, la bataille pour le contrôle d'un détroit stratégique et des médiateurs comme le Pakistan ou Oman qui tentent d'éviter l'escalade. La paix ou la reprise de la guerre ne se joueront pas seulement en mer ou sur les terrains militaires, mais aussi dans les salons feutrés des capitales, la salle de négociation en Suisse et parfois au bord d'un terrain de football. C'était la page magazine présentée par Mohamed Silla et Sanata Koulibaly. Nous passons maintenant au sport. Maintenant, place au sport. La Coupe du Monde 2026 bat son plein dans les pays organisateurs. Écoutons le reportage de Radio King. Coupe du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous. On débute avec le soutien affiché à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a eu l'énorme douleur de perdre sa maman hier. Il rentre en France pour assister aux obsèques qui se dérouleront en ce milieu de semaine. Didier Deschamps a donc quitté le rassemblement des Bleus à l'annonce de ce décès. Il n'assistera donc pas à la rencontre face à la Norvège vendredi. C'est son adjoint Guy Stéphane qui assure à l'intérim. Et en attendant son retour samedi ou dimanche. Et sur le terrain, le Portugal a enregistré le carton de la soirée hier face à l'Ouzbékistan. Large succès 5-0 des partenaires de Cristiano Ronaldo qui est allé de son doublé. La légende a lui aussi décroché un record. Il est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué lors de 6 Coupes du Monde différentes. Son tout premier mondial remonte à 2006 avec la sélection portugaise. Nuno Mendes a un but contre son camp du gardien Nemetov et Rafael Leao ont parachevé le score portugais. Et dans les autres rencontres de la soirée ou de la nuit, l'Angleterre cale lors de cette deuxième journée. Match nul 0-0 face au Ghana, une rencontre qui a été assez cadenassée avec un bloc ghanéen très solide. Et dans l'autre rencontre du groupe, la Croatie s'est péniblement défaite du Panama, victoire 1-0 grâce à Budimir à la 54e minute de jeu. Les Croates, elles se replacent à la 3e place de leur groupe en attendant la dernière journée face au Ghana, 2e à égalité de points avec l'Angleterre. Et puis dans le dernier match de la nuit, la Colombie a battu la République démocratique du Congo 1-0. Munoz a inscrit le seul but du match. Il s'agissait du dernier match de la deuxième journée de phase de poule. Et ce mercredi, 6 rencontres au programme. Les 2 rencontres du groupe B se déroulent à 21h. Suisse, Canada et Bosnie-Herzégovine-Qatar. À minuit, place au groupe C avec Écosse, Brésil et Maroc, Haïti. Et puis à 3h du matin, la nuit prochaine, République tchèque, Mexique et Afrique du Sud, Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée de foot. Coupe du Monde 2026. C'était la page sport. Ceci met fin à notre journal d'aujourd'hui. Production Kadiatou Traoré, présentation Sanata Koulibaly. Un grand coucou à tous nos auditeurs à travers le monde. Nous vous demandons de rester connectés sur Radio Kunafoni, radio web internationale qui diffuse de Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. À très bientôt.